Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Bienvenue sur les ondes de Pastel FM 99.4, l'émission La Prophétie. Donc on est ensemble Inch'Allah jusqu'à 22h avec frère Daoud, donc Aïssa la technique, Oussama a priori l'animation. Comme d'habitude, cette émission vous est proposée par l'association Rencontre et Dialogue, l'association ARD, que vous pouvez joindre à la maison des associations, 24 places de la Liberté, 5900 Roubaix. Donc tous les vendredis de 20h à 22h, l'accoutumée, on va commencer cette émission par une petite introduction coranique. Restez à l'écoute en direct de les ondes Pastel FM, Inch'Allah, jusqu'à 22h. A tout de suite après cette petite pause d'invocation tirée du Coran, Inch'Allah. Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue sur les ondes de Pastel FM, émission La Prophétie, avec Aïssa la technique et Daoud comme intervenant. Est-ce que tu peux nous faire ton intro et puis après on va démarrer. Je vais te couper pour te poser des questions sur un sujet qui m'intéresse énormément. Oui, et qui m'intéresse également énormément. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisi. C'est donc, comme chaque dernier vendredi du mois, les auditeurs ont l'habitude maintenant d'avoir une pause littéraire à Pastel FM avec à chaque fois la présentation d'un livre, ou plutôt d'un thème à partir d'un livre. Et pour ce soir, je propose aux auditeurs de réfléchir ensemble sur le sujet ô combien important de la télévision. Alors, à partir d'un livre écrit par un scientifique français qui s'appelle Michel Desmurger, et ce livre s'appelle TV Lobotomie, la vérité scientifique sur les effets de la télévision. Alors, on pourrait marquer les effets négatifs de la télévision, puisque ce livre est un véritable pamphlet contre la télévision. L'auteur ne mâche pas ses mots, il est même parfois assez virulent. Et c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'en fait, on peut tous constater la place que prend la télévision aujourd'hui chez les gens de manière générale et en particulier dans la communauté musulmane. Et je le dis d'entrée de jeu, pas pour raconter ma vie, mais moi-même, pour ma part, ça fait maintenant plus de 7 ans que je n'ai plus de télévision. Et lorsque j'ai découvert ce livre, il a confirmé beaucoup de choses que j'avais ressenties et que j'avais entre guillemets devinées à mon échelle individuelle. Et en fait, il traite d'un sujet qui est négligé par absolument tout le monde, alors que, et l'auteur lui-même le montre, la plupart des Français sont inquiets de l'impact de la télévision dans la vie de leurs enfants. Et donc c'est l'écrasante majorité, les études de sondage sont formelles, à 80%, les Français sont inquiets de la violence, inquiets de la publicité, etc. Et pourtant, d'autres chiffres montrent que c'est le laisser-aller le plus total. Donc Michel Desmurger, d'abord, on va le présenter très rapidement. Donc c'est pas c'est pas un simple citoyen qui donne son opinion, c'est un scientifique. Et il est spécialisé dans une science fondamentale quand on parle de la télévision, sont les neurosciences, les sciences qui traitent du cerveau. Et donc c'est en tant que scientifique qu'il va aborder le problème de la télévision. Et alors il est chargé de recherche au CNRS, donc c'est pas n'importe qui quand même. Donc il est docteur en neurosciences et il est directeur de recherche de l'INSERM de Lyon. Et en plus, c'est un ancien chercheur des États-Unis au célèbre centre MIT, donc l'université américaine, qui est connue pour ses études dans le domaine des sciences et des techniques. Alors donc, l'auteur présenté, il est assez jeune, il a une petite quarantaine d'années. On peut trouver même certaines vidéos de lui sur Internet. Et donc, son cheval de bataille, c'est la télévision et son impact. Alors, le livre, il est costaud. Alors, c'est pas un petit livre, c'est un petit livre en taille, dans le sens où c'est un livre format poche, édition J'ai lu, mais c'est un livre qui fait 450 pages tout de même, 450 pages bien serrées, avec dans ces 450 pages, il y a quand même 110 pages de notes, ce qui n'est pas rien. Donc c'est un peu comme ceux qui connaissent David Servan-Schreiber, qui a beaucoup travaillé sur le cancer, qui est décédé maintenant. C'est un peu le même genre de livre, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont la capacité de centraliser l'information de manière très forte. Ils ont un esprit de synthèse très très fort. Et donc il va centraliser des centaines d'études américaines, françaises, européennes de manière générale, en langue anglaise et en langue française, et il va les fournir au public. Alors on pourrait se dire, mon Dieu, un livre de 400 pages de sciences écrit par un neurologue, ça va être ennuyeux. Pas du tout.
ça se lit comme un roman, ça se dévore, parce que, première caractéristique du livre, c'est un livre qui repose entièrement sur des preuves scientifiques. Deuxième caractéristique, il est éminemment personnel. Il est écrit à la première personne, il a un langage qui est parfois cru, et il nourrit beaucoup sa réflexion de son expérience de terrain au cours d'études qu'il a menées avec des cas particuliers. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des études scientifiques qui sont l'œuvre de publication, c'est-à-dire que vous êtes un scientifique, vous écrivez un article sur un thème et vous l'envoyez à une revue scientifique, il y a un comité de lecture qui est composé de scientifiques lui-même, ce comité, et lorsque le comité valide l'article, il est publié dans une revue scientifique, ce qu'on appelle une revue à comité de lecture. Et à partir de là, l'article est considéré comme faisant preuve dans un débat scientifique. Donc, première source de Michel Desmurger, ses études scientifiques, livres ou articles. Et deuxième source, son expérience personnelle de terrain. Donc, il donne beaucoup de prénoms. Hein. Alors, bien sûr, il ne donne jamais des noms de personnes précises, hein, mais beaucoup de cas, de figures, de gens qu'il a rencontrés dans le cadre de son travail, dans le cadre de ses études. Et il témoigne, il donne leur témoignage à ces gens-là. Donc ça donne un livre très intéressant, forcément polémique, parce qu'en fait, il va contre la pensée dominante. Complètement, et il dénonce de manière très très violente les médias, au sens propre du terme, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de transmettre l'information, qu'elle soit récréative pour le plaisir ou qu'elle soit informative. Il dénonce les patrons de chaîne, il dénonce également les hommes politiques qui laissent faire en sachant parfaitement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si le grand public ignore ces études, les patrons de chaîne ne les ignorent pas du tout et souvent sont eux-mêmes qui les ont commandées. Ça, il le montre très bien dès l'introduction de son livre. Est-ce que c'est dans ce livre, Daoud, juste, j'ai lu quelque part que nous avions gagné 25 ans d'espérance de vie et que le temps cumulé dans une vie, c'est 25 ans devant la télé. Le temps que nous avons gagné durant le XXe siècle, nous le passons devant la télé en temps cumulé. Voilà, en fait, en temps cumulé, lui, il calcule jour et nuit sans s'arrêter pour manger, ni boire, ni même aller aux toilettes, c'est 11 ans, jour et nuit. 11 années, jour et nuit. Donc, si on ne s'arrête pas de vivre entièrement devant la télévision, c'est 11 années. Mais pour quelqu'un qui la regarde combien de temps t'as le c'est 3h40 par jour. D'accord. Et c'est quasiment un chiffre mondial. C'est ça qui est terrible, en fait. Il n'y a pas des pays ou des sociétés. Bien sûr, à part, je parle des sociétés il est bien primitives, évident que les sociétés les plus riches, donc Amérique du Nord, Europe, la grande triade, comme on dit, Europe, Japon, donc les pays les plus en avance dans le monde moderne et les plus équipés sont bien sûr les plus touchés. Il est bien évident que celui qui habite dans un village de montagne, il y a une télévision pour le village, où il n'y a pas d'électricité du tout, ces gens-là n'ont pas de télévision. Mais grosso modo, le phénomène urbain est le même partout. Qu'on habite à Nairobi, à Pékin ou à Washington, on a à peu près la même vie, les mêmes vêtements, les mêmes consommations. On peut tous le voir quand on va dans des pays à l'étranger. Et donc, il y a une généralisation, une uniformisation à ce niveau-là un aussi. nivellement vers le bas. Tout à fait. Et c'est exactement... Mais vers le bas, mais vers le bas au niveau du sens, parce que vers le haut au niveau des chiffres, mais vers le bas au niveau moral. Et vers le bas également, parce qu'on est généralement affalé dans son fauteuil, et donc on est bien plus bas que la station debout, ce qui caractérise quand même l'être humain. Oui. Donc, est-ce que dans le livre, il dit 11 années, il donne beaucoup de chiffres. Alors, je lis d'entrée de jeu, on va citer un certain nombre de chiffres. Je vais beaucoup le citer, l'auteur, parce que ça vaut vraiment la peine. Je ne veux pas ennuyer les auditeurs. Est-ce que je peux citer un chiffre qu'il n'y a pas dans ce livre? Mais dis-moi. Chaque année, le fait de ne pas regarder la télé me fait économiser 140 euros. Ben voilà, exactement. De redevance de télévisuel. Est-ce que ça, il en parle? Ça, je ne pense pas l'avoir lu, mais il parle d'autre chose. Parce que moi, dans ma feuille d'impôt, je ne mens pas. Avez-vous une télé? Bien sûr. Non. Bien sûr. Alors, et c'est entre 140 et 180 euros. Mais alors, la grande innovation, et ça, nos amis du fisc et des impôts le savent, c'est que la télévision, c'est pas seulement l'écran de télé, c'est également le téléphone portable et la tablette, c'est l'ordinateur, et en fait, mais on n'a aucun abonnement. Oui, non, mais dans le sens où... même l'antenne ne fonctionne pas. Voilà, mais dans le sens où, aujourd'hui, avec un abonnement Internet, on a accès à tout ça. D'accord. Et ça, les chiffres d'ailleurs, on va en parler après, les chiffres tendraient à penser, et même le préjugé commun tendrait à dire, les jeunes d'aujourd'hui regardent beaucoup moins la télévision qu'avant, ils sont plus câblés Internet et réseaux sociaux. En fait, pas du tout, les chiffres le montrent le contraire. Et ce qui explique cela, c'est qu'on a non seulement une télévision dans sa chambre, mais même dans sa poche, puisque les smartphones que beaucoup de gens ont sont des supports télévisuels forts. C'est marrant, je croyais que la télé dans la chambre, c'était ringard, mais non. Non, pas du tout.
C'est l'image que... Non, ce qui est ringard, c'est de pas avoir de télé du tout, Hamza. Non, ça, on n'a jamais osé me le dire en face. Mais non, mais sérieux. Genre, les jeunes, par exemple, il y a encore beaucoup de parents qui laissent les jeunes avoir une télé. Bien sûr, la télévision dans la chambre peut-être est très répandue, surtout dès un âge assez bas. Ah ouais. On verra les chiffres après. Et on verra que ça a des conséquences néfastes. Alors pourquoi ? Alors, on va déjà, d'entrée de jeu, définir les 4 angles d'attaque du livre, qui sont les 4 problèmes que touche la télévision. Ces 4 éléments, c'est premièrement le côté chronophage. La télévision dévore le temps de l'être humain. 3h40 par jour devant une télévision, et écoute bien le chiffre, 8 heures par jour devant un écran. Ordinateur, tablette, téléphone, écran de télévision, c'est 8 heures par jour pour un Français. Donc, on va voir ensemble en quoi c'est chronophage. Donc, premier élément, la télévision mange le temps. Deuxième élément, il détruit la santé physique. Ça, c'est les preuves à l'appui également scientifique. Troisième élément, il détruit les facultés intellectuelles. Et quatrième élément, il détruit les facultés psychologiques de l'être humain. 4 domaines. Alors là, je m'adresse en particulier, on est dans une émission à connotation religieuse, à la communauté musulmane. 4 domaines clés dans la vie du musulman: son temps libre, sa santé physique, sa santé mentale et sa santé psychologique. On a 4 éléments centraux de la vie spirituelle d'un individu et de sa vie tout court. Et cette télévision touche aux 4 de manière virulente. C'est une arme de destruction massive que tout le monde a. Et alors je vais juste lire au moins la 4e de couverture d'entrée de jeu pour qu'on comprenne un petit peu là où j'ai lu, c'est violent. C'est violent. Alors 4e de couverture, donc pour les gens qui ne savent pas, c'est la partie, c'est le dos du livre. Donc Sophie, 2 ans, regarde la télé 1 heure par jour. Cela double ses chances de présenter des troubles attentionnels, donc des troubles de l'attention. Kevin, 4 ans, regarde des programmes jeunesse violents. Cela quadruple, multiplie par 4, ses chances de présenter des troubles du comportement à l'école primaire. Lina, 15 ans, regarde des séries comme Desperate Housewives. Cela triple ses chances de connaître une grossesse précoce non désirée, donc d'être enceinte, sans le vouloir, sans le désirer. Entre 40 et 60 ans, Yves va regarder la télé 1 heure par jour. Cela augmente d'1 tiers ses chances de développer la maladie d'Alzheimer. Henri, 60 ans, regarde la télé 4 heures par jour. René, son jumeau, moitié moins. Henri a 2 fois plus de chances de mourir d'un infarctus que René. Alors, ces données brutes là, parce qu'en fait c'est une 4e de couverture, c'est juste pour donner un petit peu le goût au lecteur, mais à l'intérieur, c'est corroboré par des chiffres et des études scientifiques extrêmement sérieuses. Il y a les 2 passages qui m'inquiètent. Tout est violent, tout est inquiétant dans ce que tu viens de lire. Il y a 2 choses qui me marquent plus que d'autres. C'est entre 40 et 60 ans, Yves regarde la télé 1 heure par jour, cela augmente d'1 tiers les chances de développer la maladie d'Alzheimer. Je me dis, mais si une personne âgée ne regarde qu'une heure par jour, dans cette période-là, elle a déjà une probabilité et une chance d'avoir une maladie. Je me dis, alors qu'on a l'image de la personne âgée qui passe encore plus de temps devant la télé. Et la deuxième chose, Lina a 15 ans, elle regarde une Desperate Housewife, elle a plus de chances de connaître une précoce non désirée. Alors là, c'est encore plus flippant. Oui, je suis enseignant personnellement, on le voit, nous, chaque année, des gamines qui quittent l'établissement scolaire à 16 ans, à 15 ans parce qu'enceintes. Et on voit bien que c'est un sujet qui touche beaucoup de jeunes. On va faire une pause. Vous êtes dans l'émission La Prophétie, vous êtes avec Daoud. Toute petite pause, il est 20h passé de 40 minutes, c'est déjà passionnant, tu viens à peine de commencer, je bois tes paroles. Michel Desmurger, TV Lobotomie, et comme dit Tariq, quand vous regardez la télé, vous êtes passif, quand vous lisez un livre, vous construisez une pensée, vous réfléchissez, vous imaginez un monde dans lequel vous êtes actif, vous réfléchissez. On va beaucoup en parler de ça. Voilà, et ça change beaucoup de choses. Donc voilà, TV Lobotomie, éteignez votre télé et écoutez-nous tout à l'heure pour la 2e partie de l'émission. Barakallahu fikum. De retour sur les ondes de Pastel FM, salam alaikum, Michel Desmurger, TV Lobotomie, la vérité scientifique sur les effets de la télévision. Vous avez manqué l'introduction, mais vous ne raterez pas la suite. Avec Daoud, tu peux continuer sur le cœur du propos, Daoud. Pourquoi la télévision est-elle un danger et quelles sont les études scientifiques qui le prouvent? Voilà, donc en fait, on a dit juste avant cette courte pause qu'il y avait 4 angles d'attaque généraux dans ce livre qui touchent 4 domaines fondamentaux de l'être humain. Son temps, le temps libre. Donc la télévision mange le temps. La santé physique,
Ça nuit à la santé, obésité, Alzheimer, etc. Santé intellectuelle, les capacités de mémorisation, de réflexion et autres. Et enfin, santé psychologique, les problèmes qui sont liés à la violence et à la sexualité. Alors, je vais certainement moins développer le dernier point, non pas qu'il ne soit pas important, mais j'espère qu'il est un point de départ pour tous nos auditeurs qui sont de majorité musulmane, puisque on a quand même à faire un objet qui est particulier, qui diffuse des images. Faut quand même pas oublier que le principe premier, qui a été plus ou moins remis en cause par certains ulémas, mais c'est quand même l'interdit de l'image. Et si on fait entrer une image qui bouge de surcroît dans sa maison, il faut au minimum que cette image elle soit en conformité avec les principes islamiques. Donc la violence et le sexe, bien évidemment, que ça doit être banni de nos écrans de télévision. Donc ça, c'est le dernier point de son livre, et il montre des études qui sont assez fortes à ce niveau-là, au niveau de la violence et de la sexualité. Alors, je disais en début d'émission que j'avais plus de télévision depuis 7 ans, et c'est un très très bon baromètre individuel, puisque n'ayant aucun moyen d'accès à ce qui est diffusé à la télévision, pendant au moins la semaine, le seul moment où je suis confronté à elle, c'est lors des visites de famille, et je suis effaré par l'évolution qui a lieu à mon niveau individuel. Pas mon grand-père et moi-même, au bout de 7 ans. C'est-à-dire qu'on voit des choses aujourd'hui à la télévision qui ne choquent pas mes proches, ma famille ou autres. Ils n'en sont pas choqués parce qu'ils l'ont reçu au compte-gouttes, de manière homéopathique. Ils ont été vaccinés petit à petit, et on voit des choses absolument sidérantes aujourd'hui à la télévision, avec des programmes à 21h, où la nudité elle est complètement dévoilée, et autres. En tout cas, le point de départ de l'auteur, donc Michel Desmurger, qui est donc un scientifique, c'est une étude scientifique pour dénoncer une chose qui est connue par ceux qui l'utilisent de manière scientifique. En gros, les neurosciences sont parfaitement maîtrisées par les patrons télévisés. Les neurosciences sont utilisées pour comprendre les mécanismes de développement de l'enfant, les mécanismes de réflexion de l'adulte. Et donc tout cela, c'est utilisé à un principe simple, c'est la publicité. Beaucoup de gens connaissent cette fameuse phrase qui a fait scandale à l'époque, enfin pas tant que ça en même temps parce que ça n'a rien changé, de Patrick Lelay, hein, tu vois, Hamza, je vois que... J'ai un prof à la fac l'a mis sur la porte de son bureau. Mais il a bien fait, parce qu'en fait, tellement ça l'a... on vit dans une société où on peut dire, alors je vais dire cette phrase, on peut dire des choses énormes et que ça ne change strictement rien dans la vie des gens. Patrick Lelay, qui était à l'époque patron de TF1, disait que son travail, à lui, il a utilisé le mot métier, c'est encore plus fort. Son métier, c'était de vendre, je cite, des parts de cerveau disponibles à Coca-Cola. Quand on dit ça, premièrement, c'est forcément vrai. Deuxièmement, c'est qu'on se sent intouchable. Mais Daoud, j'aime beaucoup les citations. La phrase exacte, c'est pas des parts de cerveau, c'est du temps de cerveau. Du temps de cerveau disponible. C'est d'autant plus grave. C'est chronophage. Non, c'est d'autant plus grave. Et la fin de la phrase est d'autant plus grave aussi. Ici, tu dis à Coca-Cola. Tout à fait. C'est même pas une boîte française. Non, c'est-à-dire que même la boîte, in fine, à laquelle il doit vendre, il aurait pu dire à l'UNICEF, à Coca-Cola. Tout à fait. Donc le symbole... Chaque mot dans la phrase est grave. Et en plus, c'est dit de manière publique. C'est pas du off, comme on dit, qui a été dit dans une discussion, le journaliste a noté la phrase. Il a dit cette phrase de manière ouverte. Ça a fait, comme on dit aujourd'hui, le buzz. Hein, c'est-à-dire ça a fait un petit scandale. Et puis tout le monde s'est remis le soir même à TF1 en ayant bonne conscience, en se disant, c'est ce que dit bien l'auteur, bon, mais moi, c'est pas comme les autres. On va parler de ce déni du téléspectateur. Alors, ces études en neurosciences qui sont réalisées par des scientifiques sont beaucoup commandées par les chaînes télé. Alors, Michel Desmurger explique sa méthode de travail au départ du livre, dès le début du livre, et il explique que les études sont cachées, elles ne sont pas divulguées, et il a des connaissances dans les cabinets de recherche qui ont fait ces études, il a des connaissances auprès des gens qui travaillent dans la télévision, personne n'a pu lui donner. C'est strictement confidentiel. C'est un usage privé à des fins, bien sûr, mercantiles et commerciales. Donc, le principe, c'est utiliser la science pour contrecarrer un phénomène généralisé qui est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, 99% des foyers de France et des États-Unis et même de tous les pays industrialisés sont équipés 99%. Je savais pas que c'était 99, autant. J'aurais dit 92, 90. 99, c'est beaucoup. C'est 99. En fait, il le dit lui-même, hein, le non-télévision à la maison, ça passe pour un truc d'intello, en fait. Ça, c'est très souvent ce qui est dit lorsqu'on en parle autour de nous. On passe pour l'intello. Avec un terme un peu péjoratif. Bien sûr, c'est pas l'intello, celui qui sait beaucoup de choses, c'est l'intello, ça fume trop dans sa tête. Et donc, il le dit, hein, ça passe pour
intello, c'est l'expression qu'il emploie, et ça passe aussi par un intégrisme. Et d'ailleurs, il explique qu'il y a eu un rapport qui a été commandé par le gouvernement lui-même sur la violence à la télévision, etc. Un rapport extrêmement dur, et encore, qui est loin d'aller aussi loin que ce que dit Michel Desmurger. Il explique que la directrice du rapport a été mise au pilori, elle a été littéralement crucifiée, elle a été prise pour une intégriste qui veut faire de la censure, et donc en fait il n'y a pas de place pour ce débat-là en France, parce que, tu citais tout à l'heure cette phrase, la passivité, c'est beaucoup plus facile de s'asseoir devant sa télévision et de nier le problème en se disant moi c'est pas pareil, j'ai de l'intelligence pour. Alors il montre bien que 77% des adultes considèrent qu'ils ne sont pas soumis à la dictature des marques de la publicité, et ils sont 72% de ces mêmes personnes à considérer que les autres, eux, sont soumis à ça. 77% disent moi je ne suis pas soumis à la marque par la publicité, et les 72% disent mais les autres eux si. C'est toujours la faute de l'autre. Et Daoud, tu m'inspires une phrase, j'aime beaucoup les citations, et Coluche était très moderne dans ce qu'il disait, et des propos de Coluche à l'époque résonnent terriblement aujourd'hui. Il raillait les pays du bloc soviétique et il dit, vous savez, en Europe de l'Ouest, on regarde la télé. Et tu connais la phrase suivante ? Non. Dans les pays de l'Est, c'est la télé qui vous regarde. Et aujourd'hui, avec ce que tu me dis sur ces études, donc la télé nous regarde. Bien sûr. Pour ceux qui l'ont. Et de toute façon, comme il explique très bien, les grandes entreprises ne dépensent pas des milliards d'euros pour faire des publicités, pour créer des programmes, par pur philanthropisme, pas pour faire plaisir aux téléspectateurs. Si on investit tant d'argent, c'est que c'est vraiment, vraiment utile. Donc, 4 angles d'attaque, le temps pris, la santé physique, la santé mentale et la santé psychologique. Daoud, pourquoi tu distingues dans ton plan la santé mentale de la santé psychologique ? Parce que, en fait, on pourrait parler en termes de... Quand j'emploie santé psychologique, santé mentale, la santé mentale, c'est tout ce qui est faculté cognitive, mémorisation, logique, scolarisation et au niveau scolaire, concentration, tout ça, ce sont des facultés qu'on va définir comme mentales, qui sont liées au cerveau, et à des facultés du cerveau qui sont des facultés résonantes, on va dire. Alors que la santé psychologique, ce sont les troubles psychologiques. C'est-à-dire que si je suis un psychopathe, je peux avoir une réflexion cohérente à l'école et avoir des troubles du comportement. Donc en fait, la télévision génère des troubles du comportement, ça c'est des troubles psychologiques, et des troubles intellectuel de développement chez l'enfant. C'est-à-dire un point qu'on va beaucoup traiter. Donc c'est vraiment important de le signaler. Tu fais bien poser la question, puisqu'on a quand même en islam la notion de nafs, d'âme, et l'âme est dite dans le Coran comme étant composée de manière subtile, puisqu'on a une part de pureté et une part d'impureté. Alors on est beaucoup revenu dessus dans cette émission, notamment avec Taïeb Chouaref, où l'impureté de l'âme, celle qui appelle au péché, c'est un trouble qui relève en termes modernes de la psychologie. On peut avoir un cerveau parfaitement fonctionnel, être excellent à l'école et être un parfait pervers. Donc là, il y a les deux sont en jeu. Il montre très très bien qu'il y a une corrélation, donc une relation entre temps de télévision et échec scolaire, et il montre également qu'il y a une relation entre temps de télévision, donc en tant que téléspectateur, et troubles du comportement. Beaucoup de parents aujourd'hui se plaignent d'avoir des enfants hyperactifs, c'est un terme qui vient beaucoup à la mode, d'enfants qui sont troublés, qui ont des troubles de l'attention, troubles du comportement. Il est temps de se poser la question, quelle est ma part de responsabilité là-dedans ? Il n'y a pas que la pollution électrique, pollution physique, chimique, etc. Il y a également la pollution télévisuelle qui est en jeu. Donc, premier élément, on va rapidement commencer avant la pause pour le Maghreb, c'est alors ce qu'il appelle la télévision maîtresse du temps et de l'espace. La télévision, elle construit notre temps et notre espace au sens quotidien du foyer, de la maison. Bien entendu, pas forcément l'espace du travail, puisque là, c'est un espace qui est défini par des contraintes utilitaires, mais l'espace, la configuration. Alors là, parenthèse, c'est un des éléments qui m'avait frappé lorsque j'avais encore une télévision, c'est que dans le salon, elle est toujours au centre. La télévision, c'est l'angle de vue centralisé. C'est la qibla Voilà, je des voulais gens. le dire.
C'est effrayant. C'est terrible. L'exemple de la Qibla. Dans les bonnes familles, avant, on avait une télévision enfermée dans une armoire avec une clé et on la sortait de temps en temps. Vous savez, on a déjà vu ça, les films de Je connais des gens qui l'ont encore cette méthode. De la porte de symbolique du voile de pudeur. Voilà, moi c'était la méthode que j'avais utilisée dès le départ. C'était un tissu, un beau tissu en plus, s'il vous plaît, pour voiler cette monstruosité. Donc j'avais toujours et on est obligé de faire le geste. On l'oublie après. Hein. Donc parce que tu as grandi dans ça, pourquoi tu l'avais fait? Ah non, parce que moi j'ai connu petit la télé. Non, fermé. Alors moi j'ai comme notre génération, on est plus proche de la en tout cas plus proche de la quarantaine que la trentaine maintenant. On n'avait pas un grand choix télévisé à l'époque. Hein. Les dessins animés c'était le samedi, le mercredi, et puis bon c'était pas vraiment. J'ai pas eu une grosse audience quand j'étais tout petit. Après avec l'adolescence c'était bien plus important. Mais c'est surtout parce que justement je dis de manière instinctive à un certain moment de ma vie, c'est quand on a des enfants en général que ça commence. Je me suis remis en cause et je me suis rendu compte justement de ce côté central dans l'espace chez moi. La télévision, le fauteuil il est orienté par rapport à elle. C'est pas par rapport aux chaises et aux tables, c'est par rapport à cet écran qui domine. Alors aujourd'hui, avec les écrans plats, il y a des gens qui ont des écrans immenses chez eux. Ça m'a tout le temps impressionné. Ah oui, c'est impressionnant. Hein. Donc il y a un côté hypnotique. T'es has-been quand tu n'en as pas. Tout à fait. Hein. Moi, j'ai jamais dépassé la grosse télé enceinte de derrière. Très lourde, il faut être deux pour la porter, Dieu merci. Et donc en tout cas, maîtresse de l'espace, la télévision est au centre de la maison, mais pas que du salon, des chambres à coucher également. Le lit est orienté en fonction de la table qui possède la télévision. C'est pas has-been comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas le lit. Vieux jeu. Moi, je connais peu de gens qui ont une télé. Moi, j'en connais pas mal du tout. Et quand ils n'ont pas une télévision, c'est l'ordinateur qui fait office de télévision, puisqu'aujourd'hui, par le canal de l'internet, on a accès à tout, aux séries télé, aux films, etc. Donc en tout cas, c'est le centre, la qibla des gens. Premier problème, ce qui est comme un signe fort. On le dit toujours, hein, c'est un signe fort de voir tous ces musulmans qui se tournent dans la même direction. C'est un signe fort de voir tous ces gens à l'échelle humaine, toutes religions confondues, qui se tournent le soir dans la même direction. Je vais aller plus loin. C'est une anecdote que je raconte souvent en personnel, qui m'a poussé à arrêter la télévision de manière définitive. C'était mes voisins. J'habitais dans une petite maison à l'époque dont les voisins avaient un volet qui était cassé, et je voyais toujours à l'intérieur de leur maison quand j'entrais le soir du travail. Je rentrais tard parce que je travaillais très loin, et je les voyais tous les soirs affalés, parents, enfants, devant cette télévision. Et je les regardais de manière presque impudique. Je les regardais parce que j'étais sidéré par ce côté animal. Et il en parle beaucoup, ça, Michel Desmurgier dans son livre, le côté bovin, et encore les bovins ont plus de dignité que nous parfois. Donc ce côté vache, affalé, devant sa télévision, et ça m'effrayait. Je me dis, mon Dieu, que c'est laid quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Et bon, voilà. Donc, en tout cas, la télévision au centre de l'espace, mais aussi et surtout la télévision centre du temps, puisque les études le montrent bien, le timing familial est géré par la télévision, par les séries, par le journal télévisé. On sait tous ça, que le journal télévisé, la messe. Voilà, exactement. Le mot est fort, hein. C'est terrible quand même. Le mot a été utilisé quand il y a eu environ 20 millions de personnes qui la regardent. Tout à fait. Le mot est arrivé dans cette période-là. De toute façon, le timing du JT, c'est le timing du repas, 30-35 minutes. Et alors, il y a un premier élément quand même qu'il faut spécifier d'entrée de jeu, dont parle Michel Desmurgier dans son livre donc TV Lobotomie, c'est la progression. On a parlé de 99% de gens qui ont la télévision chez eux. La télévision, c'est l'innovation technique la plus rapide à avoir conquis les foyers. Alors, il explique il parle des États-Unis. Aux États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu 7 ans pour que le taux d'équipement des foyers passe de 1 à 75%. En 7 années, on est passé de 1% de gens ayant une télévision à 75% d'Américains ayant leur télévision. Il compare, pour atteindre le même niveau, la radio a mis 14 ans, le réfrigérateur 23 ans, l'aspirateur 48 ans, la voiture 52 ans et le téléphone 67 ans. Alors le livre, lui, c'est plusieurs siècles, parce que bien sûr l'imprimerie n'existait pas avant et le livre n'était pas un quotidien des gens. Donc en tout cas, une progression extrêmement rapide, ce qui n'est jamais une bonne chose, parce qu'on n'a aucun recul du coup. Et d'ailleurs il explique dans le livre que les études sont difficiles parce que justement, on est tous concernés par cela, c'est un phénomène généralisé, et donc les études sont extrêmement poussées parce qu'elles sont difficiles à mener, parce que justement on a tous une télé, ou presque. Donc, premier élément,
présence très rapide dans les foyers. Et puis on voit bien, hein, il suffit d'avoir des grands frères qui ont 45 ans. Ils ont connu la télévision avec 2-3 chaînes. Sans télécommande. Sans télécommande, bien sûr. Moi, j'ai connu ça. Et aujourd'hui, bien sûr, on a connu ça avec la 1, la 2, la 3, et puis éventuellement la 5 et la 6 après. Aujourd'hui, c'est 300 chaînes. C'est 600 chaînes à l'échelle européenne, dont la moitié qu'on peut consulter par le câble. Donc 300 chaînes, c'est du délire absolu. Moi, je suis complètement dépassé quand je vais chez les gens. Et puis moi, c'est un monde moi, par exemple, les abonnements, c'est un monde qui m'est étranger. Il y a quand même des gens pour qui ce monde-là est étranger. Bien sûr. C'est le monde de toutes les chaînes, par exemple. Les abonnements CanalSat, etc. Alors, il ne faut pas oublier tout de même que c'est un problème généralisé à peu de cas près. À partir du moment où on a une télévision, on s'en sert. Qu'on regarde 2 chaînes ou qu'on en regarde 250, ça revient au même. On passe beaucoup de temps en France à regarder la télévision. Maintenant, on a eu le débat hors antenne, on peut se rassurer en se disant mais moi je regarde que des documentaires animaliers, je regarde que des débats télévisés de haut niveau et je suis pas concerné par TF1. Les chiffres de médiamétrie sont clairs. La chaîne la plus regardée en France, c'est TF1. Point à la ligne. Alors on peut dire ce qu'on veut. Audiences. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Moi je te disais tout à l'heure, oui, n'étant pas un saint par exemple, moi je me dis que bon, je n'ai pas la télé. J'ai une vieille télé avec un gros derrière qui est à l'étage sous la poussière, qui n'a jamais été branchée. Et pour nous protéger, nous n'avons pas installé d'antenne. Donc, mais techniquement, ce n'est pas possible. Voilà, ça change déjà tout. Parce que même si des fois, il y aurait une tentation, etc. Et sur Internet, il est possible de revoir des replays, mais avec une lenteur, avec un choix hyper précis, parce que du coup, ça a des modalités. Alors, on va venir sur cette question donc après sur pas de télé enfin télévision ou pas de télévision à la maison. L'auteur en parle. On va y revenir. Alors, on va juste reprendre des chiffres très concrets. Une étude du CREDOC, donc c'est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Donc c'est un centre français, un centre public très français. connu, très crédible. Oui, tout à fait. Alors il explique qu'en France, le journal télévisé sert de véritable référence temporelle. D'après les dernières estimations de cet organisme, 2 ménages sur 3, donc 2 familles sur 3, dînent devant la télévision et 43% l'utilisent même pour le petit déjeuner. En semaine, on dîne en 35 minutes, 33 minutes en 95, sur le temps du journal télévisé. Donc, ce qui a fait dire à une spécialiste des questions de télévision, la télévision au foyer, donc à la maison, ou télévision domestique, tend à devenir la maîtresse de maison autour de laquelle s'organise et se déploie la vie quotidienne. C'est le centre de la maison. Donc ça, c'est un problème tout de même, parce que est-ce qu'on peut considérer qu'une chose qui est décidée par d'autres que nous, tu as bien dit la chose, hein, quand on n'a pas de chaîne, on décide de ce qu'on va regarder. Est-ce qu'on peut considérer qu'une chose qu'on a décidée pour moi peut être le centre de ma vie? Ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Alors, j'expliquais qu'il balaye d'un revers de la main le mythe de la chute de la consommation de télévision chez les jeunes. Parce que c'est vrai qu'on a une révolution depuis quelques années. On peut vraiment parler de révolution parce qu'en 10 ans, ça s'est complexifié, ça s'est densifié, ça a explosé, c'est le téléphone portable et tout ce qui va avec. On peut parler même plus de téléphone, on parle de smartphone. Hein. Donc les tablettes et les smartphones changent la vie des gens. Et effectivement, on voit tous que les jeunes passent beaucoup de temps avec les textos, avec les snaps et tous autres réseaux sociaux. Mais en fait, les études montrent bien que c'est faux. En fait, il n'y a pas de concurrence entre les objets de la haute technologie. Il y a un temps pour la télévision et un temps pour le téléphone au sens de outils de communication, texto et autres. Il n'y a pas de concurrence. Le jeune peut regarder la télévision avec les parents, en bas, en haut dans sa chambre, sur son ordinateur, sur sa télévision, sur sa tablette. Il peut la regarder dans le bus, il peut la regarder chez le médecin. Je me souviens de cette fois où j'étais chez le médecin, dans la file d'attente, et je voyais un papa qui n'avait pas eu d'autre bonne idée que de mettre Dora dans son téléphone portable pour que sa fille puisse patienter tranquillement. On voit tous aujourd'hui dans les voitures, des voitures qui sont vendues avec des écrans sur des accoudoirs arrière. Au cas où un Lille-Paris serait trop long pour le gamin. Ou énormément de parents qui calment les gamins avec ça. Moi, je trouve ça effrayant et j'ai été. Il y a pas mal de parents qui m'ont retoqué violemment. Quand tu auras des gosses, tu verras. Oui, mais alors ça, il en parle longuement également. Et il montre bien. Alors, je sais pas. Non, c'est pas simple. Voilà, mais ça, c'est 8 heures de voiture. Mais comment on faisait avant ? C'est le problème, justement, qu'il montre. La télévision, n'est pas demandée par les enfants. Ça, les chiffres sont clairs, je le dirai après. 2, sont imposés par les parents. 3, pour une raison précise, ils recherchent du temps. Pour eux, parce qu'ils souffrent. Les gens sont en souffrance par manque de temps. Et pour leurs tâches domestiques.
Donc en fait, on est dans une sorte de cercle vicieux démentiel. C'est effrayant ce que où tu racontes. on n'a pas en fait. de temps, très souvent, qui est dévoré par cette télévision, et on remédie ce manque de temps par la télévision. Et du coup, on se retrouve avec des gamins qui, à l'adolescence, sont des bons à rien à l'école, vous répondent, ont des comportements de déviance et de marginalité, et on se dit, mais comment ça se fait ? Moi, j'ai toujours fait mon travail comme il fallait. Eh ben non. Pour pouvoir faire à manger, t'as mis la télévision à tes enfants, et ben pendant ce temps, c'était la télévision qui les éduquait. Donc ça, on va y revenir après. Je suis un peu, C'est effrayant. je suis un peu dans le résumé, mais c'est un peu ça qui est... Non, mais ils te répondront, allez, je fais le parent têtu. Non, parce que je n'ai pas mis la télé violente, j'ai mis des dessins animés où il apprenait l'anglais. Ah ben écoute, on est en plein dans ce que j'allais dire, tu fais une excellente transition. Le passage déni. Je nie deux choses. Un, que je passe beaucoup de temps devant ma télévision. Deux, de la qualité de ce que je regarde. À chaque fois que j'ai ce débat avec quelqu'un, cette discussion, collègue, ami, je lui dis, je n'ai pas de télé. Généralement, la personne le prend mal, en se disant, moi je fais une faute. Il dit, ouais, attention, moi je la regarde jamais. Tu les fais culpabiliser. Voilà, culpabilisation. Mais attention, déni numéro 1, moi je la regarde jamais à la télévision. Déni numéro 2, quand je la regarde, c'est rare, c'est que des documentaires ou des débats télévisés. C'est la réponse. Essayez chez vous. Vous allez voir votre ami demain, votre collègue, vous lui dites, est-ce que tu regardes la télévision ? Il va dire, très peu, je la regarde jamais. Et je ne regarde que des choses de qualité. Moi, je regarde Arte, documentaires animaliers, etc. Et tu m'as dit un chiffre tout à l'heure sur Arte. Alors là, c'est très drôle. Alors ça, c'est également une chose que, par intuition, je vais remarquer. Je me dis, bon sang, tout le monde me dit qu'il regarde la télé. Qu'est-ce qu'il y a comme gens qui regardent Arte en France ? C'est phénoménal. Alors, premier élément, le temps passé devant la télévision. Je vais citer mon petit frère une fois. Il a dit Arte, le bouton le moins usé de la télévision. Donc voilà. Alors, premier élément... 81% des mères et 87% des pères minimisent la durée d'écoute de leur progéniture, donc de leur enfant. En moyenne, cette dernière dépasse les évaluations parentales de 56%. En gros, il va expliquer, alors, une valeur comparable a été rapportée dans un autre travail pour des enfants de 6 à 13 ans, 63%. Entre 55 et 63% du temps est estimé n'ayant pas été passé devant une télévision. En gros, il va donner un chiffre très clair. Cela signifie que chaque heure de télévision annoncée, j'ai regardé 1 heure de télévision, correspond en réalité à 1h35. Je dis avoir regardé 1 heure et j'ai regardé 1h35. C'est quand même quelque chose. Alors, quand on couple ça, parce que les gens ne regardent pas 1 heure, ils ont le sentiment d'avoir regardé 2 ou 3 heures leur télévision, on fait le calcul. Donc ça, c'est le premier déni. Alors, cette sous-évaluation est d'autant plus critique, dit Michel Desmurger, qu'elle se double d'une surévaluation de la durée d'exposition des autres enfants. C'est toujours la même chose. Je dis que mes enfants regardent tant de temps de télévision, alors qu'ils regardent entre 50 et 60% de plus. Mais par contre, je dis que les enfants des autres regardent beaucoup la télévision. Alors, il dit, Michel Desmurger, par vanité, par orgueil, naïveté ou aveuglement, nous aimons à nous exclure du troupeau téléphage, du troupeau de ceux qui dévorent la télévision. Ce garde-fou psychodéfensif nous est fonctionnellement nécessaire. J'ai besoin de dire ça. Je ne regarde pas beaucoup la télé. Parce que sinon, je m'auto-expose à la critique. Mais attention, tu regardes beaucoup la télévision, tu peux devenir obèse, avoir Alzheimer, ta fille peut être enceinte à 15 ans. Mais pour éviter ce questionnement fondamental, je dis non. Moi, c'est 1 ou 2 heures, pas plus, et encore de temps en temps, et c'est toujours Arte. Alors, 78% des adolescents affirment que leurs conduites sexuelles ne sont pas influencées par la télévision. Donc 78% disent « Moi, la télévision, elle n'influence pas ma conduite sexuelle ». Ils sont 72% à considérer qu'il en va différemment pour les autres. C'est quand même fort comme étude. Ah ouais. À 78%. En fait, à 70%, ils sont dans la vérité concernant les autres et eux, donc les autres, c'est eux. Et à 78%, ils sont dans le mensonge. Voilà, d'accord. donc, l'enfer, c'est les autres. Hein. Alors, de même, seuls 10% des utilisateurs se disent dépendants de la télévision. Et quand on leur demande les autres, ils disent à 70% disent qu'ils sont dépendants de la télévision. C'est le déni total. Donc, c'est incroyable. C'est vraiment un déni complet. Alors, à un autre niveau, déni numéro 2, une écrasante majorité de Français dit préférer les émissions documentaires et culturelles aux programmes de télé-réalité. Cette tendance est tellement massive que les téléphages, donc les dévoreurs de télévision, placent régulièrement Arte loin devant TF1 au niveau des indices de satisfaction. Donc,
l'écrasante majorité des gens disent Arte est la chaîne préférée. Pourtant, en termes de part d'audience, la première chaîne pulvérise systématiquement Arte sans le moindre ambiguïté. 26% contre 1,7% en 2009. Sur les 50 meilleures audiences de 2009, toutes réalisées par TF1. On ne trouve aucun documentaire. Que des séries américaines, des matchs de foot, des films grand public et des émissions de divertissement. Il y a également, une petite exception, un journal télévisé et une intervention du Premier ministre. Mais tu disais tout à l'heure que même quand les gens, il y avait une intervention du Premier ministre ou du Président dans différentes chaînes, ils préféraient la 1. Quand il y a France 2 et TF1, quand il y a France 2 et TF1, où François Hollande, par exemple, passe à la télévision, le double des gens vont regarder TF1 et moitié moins sur France 2. La grande injustice, c'est que quand la télé, pour ceux qui en ont une, est allumée, elle se met automatiquement sur la première chaîne. C'est vrai, mais les gens ont quand même une capacité de zapping. Et on le voit bien d'ailleurs à telle enseigne que François Hollande, lors d'une de ses dernières interviews, a choisi TF1 pour s'adresser aux Français. Ce qui quand même est fort. Il ne s'est pas adressé aux Français via une chaîne publique, mais une chaîne privée. Bien sûr. Et après, moi, je cite Pierre Rabhi. Après, on va préparer la pause. On est dans une société du jetable. À la télé, on zappe, on jette les programmes, on jette son rasoir quand on s'est rasé, on jette son Kleenex, on jette sa bagnole, on jette son obsolescence programmée, on jette sa femme, on jette ses gamins. On jette sa vie. On jette sa vie, voilà. Et quelque part, c'est terrifiant, cette volatilité des choses. Alors, je vais me permettre de citer, je voulais le citer pour après, mais ce sera la citation pour clôturer avant la pause. C'est une phrase d'un célèbre écrivain français, Louis-Ferdinand Céline, qui disait en 1958, « La télé est dangereuse pour les hommes. L'alcoolisme, le bavardage et la politique en font déjà des abrutis. Était-il nécessaire d'ajouter encore quelque chose ? Le mal est fait. Personne ne pourra empêcher maintenant la marche en avant de cette infernale machine. Adieu travail. Demain, on pensera sans effort, puis on ne pensera plus, et on crèvera enfin de la plus triste vie. » Alors, on me pose une question sur l'enfer, c'est les autres. J'ai étudié cette phrase philosophique parce que l'enfer sur les autres a toujours été mal interprété. Alors, l'enfer, c'est les autres a différentes interprétations philosophiques sur le fait que Sartre disait l'enfer, c'est les autres en parlant des autres personnes. En fait, la vraie explication, elle est d'ordre psychologique. L'enfer, c'est les autres en nous. Les autres en nous, les différentes personnalités, le déni que nous n'assumons pas sur la télé, la personne en nous qui aime la facilité, l'image que nous n'assumons pas. Donc l'enfer, c'est les autres qu'il y a en nous, parce qu'en nous, il y a plusieurs personnalités. Tout à fait. Voilà, c'était pour expliquer, il y a un jeune auditeur qui a eu la décence et l'humilité de poser la question sur cette phrase, donc je lui réponds sans en maîtriser toutes les tenants. Oui, via un écran, tu as raison, c'est une véritable dictature. Dernière chose, la place de l'écran, la place de la télé, la place du portable fait dire à des spécialistes de la médecine que notre colonne vertébrale est en train de se courber. Tout à fait, bien sûr. Ça, c'est un des effets secondaires de la télévision sur la santé. C'est que le corps humain est en train de désévoluer. Si on doit considérer que la station debout est une évolution de l'homme, en tout cas, effectivement, les problèmes de dos, mal du siècle, comme on dit. D'accord. Barakallahu fekoum, on remercie. Merci Daoud, c'est passionnant. Et franchement, Inch'Allah, que cette émission ait beaucoup d'impact sur nous. Parce que moi déjà, je suis dans le déni, mais je n'ai pas de télé à la maison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antenne. Mais je suis encore tributaire, je suis encore assujetti à certains programmes. Parfois, je n'ai pas le temps de donner 3h40, mais je donne trop de temps devant l'écran et il faut tout se remettre en question. Et quand je vois des enfants être en hyperactivité, crier, être excités, à quand le yoga, à quand le jardinage, à quand l'apiculture, à quand plus de sport, parce que franchement, on est en train de fabriquer une société de malades, il faut que ça change. Barakallahu fek Aïssa, à tout à l'heure, 21h16, émission La Prophétie sur les dangers de la télé qui, chez vous regarde. Barakallahu fekoum. Salam alaikum, 21h, passé de 28 minutes, TV Lobotomie. Lobotomie, ça veut dire quoi, Daoud ? La lobotomie, c'est ce qu'on voit bien avec... alors les auditeurs ne voient pas. Est-ce que tu peux décrire l'image du livre ?
Alors, on voit la moitié du visage d'un enfant avec le reflet de la télévision dans son œil. Mais je voulais savoir au niveau de... Lobotomiser quelqu'un, c'est lui détruire son cerveau, en fait, lui prendre le contrôle de son cerveau. D'accord, je voulais t'entendre. Donc en fait, c'est ça, on voit la mire de la télévision dans l'œil de l'enfant. Alors c'est trompeur parce qu'en fait, c'est pas un livre sur les enfants, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est bien un livre qui parle de tout le monde et c'est beaucoup d'études. Alors on a parlé assez vite à chaque fois, on a eu pas mal de digressions lors de la discussion, mais tout ce qui a été dit jusqu'à présent, ce sont que des études scientifiques qui le montrent. Et donc, ce qui est remarquable chez les scientifiques, c'est qu'ils ont commencé il y a très longtemps à faire des études de ce genre. Et ils ont commencé à une période qui était fort utile parce qu'elle était justement une période où il y avait peu de gens qui avaient la télévision. Donc les premières études américaines, c'est 1954 sur l'impact de la télévision sur des comportements ou sur des facultés intellectuelles. Et donc l'auteur montre très bien que c'est ça qui est intéressant, c'est des études anciennes. Parce qu'on avait à l'époque des cas différents de gens qui n'avaient pas de télévision et des gens qui en avaient en fait. Et on pouvait très facilement faire des études de ce genre. Donc en tout cas, des études qui ont eu lieu sur plusieurs années, certaines. Il y a une étude qui est citée, qui a duré sur les mêmes personnes pendant 21 années. Quand même, hein, c'est une sacrée étude. 21 ans de suivi d'individus pour revoir leur rapport avec la télévision au niveau de la santé et à tous les niveaux. Donc on a parlé du côté chronophage, on a survolé parce qu'il y a tout un chapitre de plusieurs dizaines de pages sur le caractère chronophage, donc chronophage qui mange le temps de la télévision ça nous permet de voir un élément qui est une conséquence de cela, c'est qu'on sait aujourd'hui, comme on l'a dit, que la télévision, c'est pas seulement la télé, c'est aussi mon smartphone, etc. C'est l'écran le problème, et il montre bien comment l'être humain est considéré comme un individu multitâche. Je suis en train de parler, j'écris un mail, je consulte, d'ailleurs c'est ce que fait Hamza, qui envoie un texto au moment où je parle, et donc pendant que je parle, je fais autre chose, j'écoute de la musique ou je grave un CD, et la télévision, en plus de ça, excite littéralement, surexcite mes capacités, du moins mon système cognitif. C'est ça qui se passe en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il passe beaucoup de temps à montrer les mécanismes cognitifs, les mécanismes du cerveau, comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, on n'est pas des matérialistes, on ne pense pas que tout se passe dans le cerveau. Mais il y a quand même des choses fondamentales qui se passent. Lorsqu'une personne réfléchit, ça touche une partie de son cerveau. Lorsqu'elle sent une fleur et qu'elle ressent une émotion, ça touche autre chose. Et donc les neuroscientifiques, les neurologues, étudient beaucoup cela. Et alors, c'est du pain béni pour une étude sur la télévision et sur ses effets. Alors justement, passons, après la télévision maîtresse du temps et de l'espace, passons à la télévision étouffe l'intelligence. C'est le deuxième chapitre de notre auteur Michel Desmurger. Donc, et alors là, je vais la jouer à le vieux jeu, mais alors là, pour le coup, c'est pas un préjugé que de dire ça. Le niveau scolaire régresse, non pas en France, partout dans le monde, en tout cas dans les sociétés occidentales, le monde moderne. Ça, c'est pas un préjugé que de le dire. Je sais qu'on dit toujours oui, mais déjà nos grands-parents ne le disaient. C'est une réalité. C'est l'enseignant qui parle. Je suis enseignant. Parce qu'il y en a qui disaient c'est les conservateurs et les ringards. Et les réacs qui disent que le niveau baisse. Et je le vois bien à mon niveau. Alors j'ai encore interrogé ce matin un collègue de mon établissement scolaire. J'y suis depuis 2 ans. Lui, il y est depuis 1989. Donc je lui demandais justement, tiens, je vais pas citer l'établissement scolaire, hein, mais qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Et dans tous les établissements scolaires que j'ai fait, ils sont unanimes pour dire le niveau a chuté. Alors là, on pourrait dire c'est subjectif, c'est un individu qui parle et c'est pas une étude scientifique. Lui, il va montrer le contraire en fait. Il va montrer le contraire en faisant des choses simples. Hein. C'est qu'il y a eu des études qui ont comparé les niveaux en soumettant les jeunes au même type d'examen. Alors pas un type d'examen sur les connaissances, bien sûr, parce qu'effectivement, si en terminale, quand j'étais élève, on étudiait en géographie la Chine en terminale, cette année on n'enseigne pas la Chine à nos élèves, on va pas avoir le même niveau sur le sujet. Mais pour les tâches fondamentales, la lecture, la compréhension de texte et l'écriture et les calculs simples, les chiffres sont effarants. Donc le principe il est simple, le constat c'est régression généralisée dans le système scolaire. Alors il mentionne des anecdotes parfois, comme une copie qui a eu mention très bien avec 30 fautes, une copie de bac qui a eu 30 fautes qui a eu mention très bien, ou alors un 11 sur 20 avec 200 fautes dans la copie, 200 fautes. Alors quand il parle de fautes, c'est pas des petites fautes, hein, c'est ce qu'on appelle des fautes graves, des fautes fondamentales. Et ce qui est très intéressant dans son étude, c'est qu'il montre que c'est pas seulement une limitation orthographique. Je sais pas écrire, les élèves travaillent, je mets pas un S à élève et je mets pas ENT à travail. C'est pas seulement ça, ce sont des dysfonctionnements au niveau grammatical, c'est-à-dire au niveau de la langue. Comment je construis ma phrase.
Alors ça, un prof le voit tous les jours. Des jeunes qui ne savent pas construire des phrases françaises. Donc c'est pour ça qu'il commence son chapitre en disant « Nos jeunes sont devenus des barbares », au sens historique du terme. Le barbare, c'est celui qui ne parle pas ma langue. Et les jeunes sont devenus des barbares. Moi, j'ai des élèves qui m'envoient des mails en mode texto. Moi, je suis choqué qu'un élève puisse envoyer à son professeur, pour qu'il ait du respect, c'est pas des élèves qui manquent de respect, un mail dans lequel il me marque c'est bon, c'est la lettre C, bon, B-O-N. Je parle pas comme ça, j'écris pas comme ça à mon professeur. Bon, ça, c'est une petite chose, c'est le mode SMS. Mais les problèmes de construction grammaticale, c'est beaucoup plus profond parce que c'est un manque de maîtrise de la langue tout court. C'est pas je ne sais pas écrire un mot, c'est je ne sais pas exprimer ce que je pense. Et ça, c'est extrêmement grave. Ça fait partie du socle commun. On ne peut pas être un individu normalement constitué si on ne sait pas s'exprimer. Je me souviens avoir animé ici même une émission avec Taïb Choueref dans laquelle il nous parlait des anciens Arabes pour qui l'éloquence était le summum de la virilité. Être un homme viril à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était être un homme éloquent et les poètes étaient les stars de l'époque. On voit à quel point on peut en être loin aujourd'hui, où on a des individus qui connaissent très très peu de mots. Alors il cite nommément Nicolas Sarkozy en expliquant que il est le président qui, étude à l'appui, utilise le moins de mots lorsqu'il s'exprime. Donc c'est quand même une dérive notable. Ce qui est à l'image de la société, ce qui lui a permis de réussir. Tout à fait. La prédominance, je cite, des fautes de grammaire sur les fautes d'usage saute aux yeux dans les études qui ont été menées. Elle se retrouve dans tous les paquets de copies et annule d'emblée tous les avis qui disaient que bon, on relativise, c'est pas si grave que ça. C'est pas le caractère, donc c'est pas l'orthographe qui est remis en cause ici, mais c'est le maniement déficient de la langue. Il explique que à l'université Paris 4, Marie Curie, qui est une bonne université, en première année, on a redonné des cours d'orthographe et de grammaire aux étudiants de type CM2. Quand même, on a même vu des dictées qui ont été faites à Sciences Po, dans lesquelles les candidats en première année de Sciences Po, c'est pas une école facile à obtenir à Sciences Po. C'est un sacré concours où on voyait des fautes terribles. Alors, maintenant une étude très parlante. Une étude menée sur 1348 élèves qui furent soumis aux épreuves de français du brevet des collèges de 1976. Donc des jeunes d'aujourd'hui, 1348, qui ont été soumis à une dictée d'une douzaine de lignes, de difficulté moyenne, suivie de questions de vocabulaire et de grammaire. 86% des candidats n'obtinrent pas la moyenne à la dictée. 86%. Près de 60% eurent simplement 0. C'est quand même... Combien ? 60% eu 0. Pas loin. Pour chaque faute d'orthographe, il y avait 4 fautes de grammaire. Alors, il cite ensuite des différents exemples concrets, et il conclut le résultat. Enfin, c'est pas lui qui conclut, c'est l'étude. Les auteurs de l'étude qui disent le résultat est là catastrophique. Tous ces élèves qui ne connaissent ni ne respectent les règles d'accord et de conjugaison se montrent incapables d'accorder ce qui précède avec ce qui suit. Ils ne savent pas du tout accorder les choses. Alors, il rentre dans le détail de plusieurs études qui montrent de manière absolument formelle que ce n'est pas un préjugé de vieillard réac. Non, il y a bien un niveau qui régresse. N'importe quel prof vous le dira. Un prof qui a des élèves de bac pendant plusieurs années de suite, il voit bien que le niveau régresse. Bon, c'est pas tout ça de dire ça. On pourrait dire, mais c'est pas la faute de la télévision, c'est la faute de l'école. Et c'est là justement le but de son livre. J'ai dit en début d'émission qu'il synthétise les différentes études. Le but du livre, donc, c'est de montrer notamment qu'il y a bien une corrélation, mais alors totale, entre régression scolaire et temps de télévision. Il y a ce qu'on appelle un lien causal, un lien de cause à effet. Alors, je vais dire tout de suite les études qu'il montre, qui sont effarantes. Alors, une étude qui a été menée, 5 études, qui ont été menées sur plusieurs centaines de milliers d'enfants du CM1 jusqu'au master, donc jusqu'au bac plus 5. Bac plus 4, c'est master 1. Donc, plusieurs centaines de milliers d'enfants qui ont été testés aux États-Unis, du CM1 jusqu'au master 1. Conclusion. Le temps passé par les enfants et adolescents américains à regarder la télévision est associé négativement avec leur performance scolaire. Autrement dit, plus on regarde, plus les performances scolaires sont basses. L'échantillon était tellement large, ça a tellement été bien serré qu'il n'y a aucun doute possible de l'étude. Les conclusions sont irréfutables, dit l'étude. Alors, les études montrent que pour des enfants de 6e, donc 12 ans, que le taux de réussite à un test standard chutait de près de 8% lorsque la consommation télé quotidienne passait 1 heure et moins, quand elle passait de 1 heure à
4 heures. Donc si on multiplie par 4 la télévision, les chiffres montrent 8% de réussite en moins. Mais alors le pire vient après. On observe un décrochage de 13% au niveau de la scolarité du lycée. Donc les enfants qui regardent plus la télévision décrochent plus vite de l'école. Et chose qui est frappante et qui est étonnante, plus le niveau socioculturel est élevé, plus les chiffres sont catastrophiques. Ça veut dire quoi ? Plus on est issu d'un milieu favorisé, plus on est sensible à la télévision du point de vue négatif. Pourquoi ? Il explique bien dans cette étude. Parce que la télévision remplace la formation familiale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les mots employés par le jeune seront les mots de la télévision, les références culturelles seront les références de la télévision et pas celles de la famille. Donc ça, c'est vraiment, vraiment troublant. La suite, alors, vous allez me dire, oui, mais que dit-on des programmes éducatifs ? Alors, il va parler, on va revenir après sur certains chiffres par rapport à cela. Il parle de la question des programmes éducatifs. On a tous entendu ça. Oui, moi, mon enfant, il apprend la logique, il apprend les mathématiques, il apprend à compter, il apprend à lire, il apprend l'anglais avec Dora, avec tous ces programmes éducatifs. Alors, là aussi, bien sûr, les études ont été menées dès le départ, y compris par les programmateurs. Alors, le bilan, il est clair. Chaque heure quotidienne de contenu éducatif entre 8 et 16 mois se traduit par un appauvrissement du lexique de l'ordre de 10%. Pour chaque heure passée par jour devant une télévision, un enfant de 6 à 16 mois, à 8 à 16 mois, il aura une déficience au niveau du vocabulaire de 10%. Pour chaque heure. Donc 3 heures, ça fait 30% de moins qu'un enfant qui n'a pas de télévision. De même, 2 heures par jour d'exposition à des programmes tout publics, entre 15 et 48 mois, aboutissent à multiplier par 3 le risque d'occurrence de retard de développement langagier. Donc on a 3 fois plus de risque de retard du développement du langage pour un enfant qui a regardé 2 heures par jour la télévision. Et dans le reste du livre, il montre bien que c'est le cas d'une grande majorité des enfants en France qui regardent la télévision dès le plus bas âge et pas que des programmes éducatifs. La plupart des jeunes, je crois que c'est 70-80% des jeunes, regardent des émissions de leurs parents. Et on a des chiffres sur l'heure d'écoute qui sont effarants. Des gamins de 7-8 ans qui à 10 heures sont encore devant la télévision à regarder le même programme que papa et maman. Et alors là, les chiffres sont frappants. C'est la décadence. C'est terrible. C'est terrible. Alors, pourquoi est-ce que la télévision détruit les facultés intellectuelles ? Alors, j'ai donné que 2-3 petits exemples rapides. Il y en a des dizaines dans le livre. C'est effroyable. On a envie de prendre sa télévision, de la casser quand on le lit. Alors, il explique pourquoi est-ce que ça détruit les facultés. Alors, il y a un élément, je ne vais pas tous les citer, il y a un élément fondamental, c'est justement les études des scientifiques. Ils ne sont pas tous de son type, les scientifiques. Il y a beaucoup de scientifiques, moi j'ai eu beaucoup d'amis à la fac qui étaient en études de psychologie et qui ont eu comme travail, ils travaillent pour les grandes entreprises, pour faire des études psychologiques sur les gens pour justement la publicité, le monde dans l'entreprise. Et donc, il y a eu des études qui ont montré que la faculté d'attention, elle est limitée. Et donc, il faut des programmes simples et réactifs. Il faut surexciter le cerveau. Il montre également que l'enfant n'a pas besoin de tout comprendre. Il prend l'exemple de Dragon Ball Z, la fameuse série asiatique, je crois, ce fameux dessin animé dans lequel beaucoup de gens ont grandi, y compris notre génération. Et il montre bien que c'est un programme télévisé qui est extrêmement bien conçu du point de vue des neurosciences. C'est un programme qui est fait pour l'enfant, pour le capter. Et il montre bien que beaucoup d'enfants ne comprennent pas la trame générale. Et puis la dimension, il y a une dimension très psychologique, très grave aussi dans Dragon Ball. Et violente. Très violente. C'est un dessin animé de fou, quand même. Il y a eu une polémique à l'époque, quand même. Oui, mais Ségolène Royal avait critiqué Claude Dorothée en disant que c'était vraiment inadapté. Mais ça reste archi, et puis maintenant c'était largement dépassé, mais ça reste très très consulté par les enfants. Et donc au-delà du contenu, de violence, j'entends, qui est un autre problème encore, qui est très grave, mais il y a tout simplement une conception qui repose sur un fonctionnement du cerveau. Et donc, pour faire simple, l'auteur dit que il faut que le programme soit simple et réactif. Si c'est trop lent, on décroche et on zappe. Et du coup, ça favorise des programmes pauvres intellectuellement. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, je vois que le temps passe, donc je vais accélérer.
il y a un problème qui est lié au sommeil. Alors, il montre très bien ça. Alors, je vais citer. Lorsque le temps d'exposition audiovisuelle est réduit, les performances scolaires et cognitives, donc du cerveau des élèves, s'améliorent. Très vite, il explique. Aussi bien pour des enfants de cours préparatoires, donc de CP, que pour des adolescents du secondaire, donc du lycée. Troisièmement, des explications comportementales et biologiques évidentes expliquent cela. Il apparaît que la télévision agit négativement sur le temps et la qualité du sommeil, ce qui a pour effet de perturber le fonctionnement cognitif et donc, en bout de chaîne, la production scolaire. Quand l'exposition audiovisuelle est réduite, le sommeil se régularise, donc redevient bon, ce qui induit une normalisation du fonctionnement cognitif. En gros, quand on fait des études sur des enfants qui regardent la télévision 1, 2, 3 heures par jour, leur sommeil est moins bon. 1, et en moindre quantité. 2, puisqu'ils se couchent plus tard. Et ça trouble le fonctionnement cognitif. C'est simple. Si je regarde trop la télévision, je me couche plus tard et mon cerveau est saturé d'informations qui lui nuisent. Donc ça, c'est une des causes. Alors, je ne cite pas toutes les études dont il parle. Hein. Encore une fois, c'est effrayant. Ah oui, c'est vraiment effrayant parce qu'en fait, c'est une machine de destruction massive qui rentre chez nous de manière parfaitement... Et en plus, on paye pour ça. On paye une redevance, on paye une télévision qui coûte cher. Ce type d'approche a récemment permis de montrer qu'une forte consommation audiovisuelle en fin de maternelle prédisait des difficultés de lecture à l'entrée du CM2. Dans un autre travail, il est expliqué que l'amplitude de la consommation télévisée chez l'enfant de 5 à 11 ans était significativement, donc de manière significative, donc visible, associée à la probabilité d'obtention d'un titre universitaire. Autrement dit, ceux qui ont le plus regardé la télévision étaient ceux qui avaient le moins de titres universitaires. Alors il y a toute une série d'études pour corroler ça. Il est établi que l'usage de la télévision altère lourdement le développement du langage, on l'a déjà dit, le développement de l'intelligence formelle et le temps consacré au travail scolaire. Alors ça aussi, il le montre très très bien dès 1954. À l'époque où il y avait 2 chaînes télévisées aux États-Unis, les études montraient qu'il y avait jusqu'à 80% de travail en moins fait par les enfants qui avaient la télévision. Il n'y avait que 2 chaînes à l'époque, on n'ose pas imaginer ce qu'il en est. Parole de l'enseignant, on nous a carrément demandé de ne plus donner de travail scolaire à l'enfant à la maison, alors qu'on vit une époque où les cas de primo-arrivants sont bien moindres, les cas de parents qui ne parlent pas la langue sont bien moindres. On a beaucoup d'enfants dont les parents ont été scolarisés en France, on fait tout le cursus scolaire, et ces enfants ne sont plus capables de travailler chez eux. La télévision est en grande partie liée à cela. Je vais m'arrêter là pour passer à la suite. Un point notable quand même, parce que ça je me sens concerné, parce que avec cette émission sur la lecture, avec la librairie Les Lumières d'Orient qui anime cette émission depuis septembre maintenant, le problème de la lecture. Alors là également, les chiffres sont clairs, il y a une chute de la lecture. Les chiffres montrent, je cite encore, que la proportion d'individus de 15 à 24 ans, donc de personnes de 15 à 24 ans, lisant régulièrement le journal ou consommant au moins 20 livres par an, donc lisant au moins un livre par an, a diminué de 50% en 25 ans. 50% de moins de lecteurs en 25 ans. Sur la même période, le nombre de spectateurs consacrant au moins 3 heures par jour à la télévision s'est envolé de plus d'un tiers, entre 24 et 32%. Ces transformations ont touché tous les groupes sociaux, avec toutefois une augmentation, encore une fois, chez les milieux favorisés, qui finalement sont les plus touchés par cela. Donc il y a un nivellement par le bas extrêmement fort chez les couches favorisées, donc les catégories socioculturelles les plus élevées, les gens dont les parents ont fait plus d'études. Donc, augmentation de la télévision, chute de la lecture. On en sent quelque chose aux éditions Tasnim, où on voit tous les jours que les gens lisent très très peu. En France, là ils donnent des chiffres pour le best-seller par exemple. Alors, édition Tasnim, le best-seller, il n'est même pas à 1000 exemplaires. Quand on sait qu'Éric Zemmour, il a vendu 500 000 exemplaires de son livre en quelques mois, on peut faire la part des choses, sans parler des Harry Potter qui se vendent à plusieurs millions dans le monde. On dit qu'un best-seller, c'est 50 000 en France. Oui, il n'y en a pas à l'édition musulmane. Non, dans l'édition musulmane. Sauf le petit livret de la retirer, allez, on va être gentil, 1-0. D'accord. On pourrait même retirer 2. Même le petit livre de la Joria.
Voilà, alors il y a les signes de la fin des temps, les livres de la Ruqya et l'interprétation des rêves. C'est 200 000, mais sur plusieurs années. Voilà, sur plusieurs années. Mais en gros, on lit très 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 peu dans la communauté musulmane. On a fait une émission spéciale là-dessus avec notre ami Omar Et dans le monde arabe, 20 fois moins. Alors voilà, il y a le monde arabe, notre ami Omar avait cité le chiffre, c'était 20. ridicule. Ouais. Même si dans le monde arabe, ils lisent plus la presse. Ça, c'est un phénomène qui est bien connu. Mais effectivement, dans la communauté musulmane, le problème de la lecture, il est extrêmement important. Et on voit tous que l'obésité touche beaucoup de familles. Il suffit de regarder la qualité des caddies des gens. Mais Daoud, si je peux me permettre, ta vie quotidienne, pour moi, est aussi intéressante que l'ensemble des études, parce que là, quelque part, les gens, ils vont entendre. Moi, ça m'intéresse aussi de savoir ce que tes enfants font quand ils regardent pas la télé. Parce que pour moi, c'est aussi important. Pourquoi ? Parce que ça va plus parler aux gens qui nous écoutent que 1h30 de telle étude. Maintenant, les gens, soit ils croient, soit ils ne croient pas en ces études. Peut-être que d'autres études vous disent que la télé est bonne. On les attend. on les attend. Là, franchement, dans ta vie quotidienne, tes enfants, ils font quoi ? Coloriage, jardinage, en hiver, quand il pleut, quand il fait froid. Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, on en sait quelque chose dans le Nord. Là, on s'apprête à passer des vacances, peut-être sous la pluie. Bon, vas-y. Alors, effectivement, donc je l'ai dit en début Tu d'émission. comprends le fait que c'est aussi important, parce qu'il y a des gens qui peuvent décrocher là en disant ouais, on est nul, on est foutu. Alors j'ai augmenté dans l'autobiographie, j'ai pas un enfant, j'en ai 4. D'accord, Marc l'a fait. Mon enfant le plus âgé a 11 ans et le dernier a 3 ans. Donc je suis en plein dedans, en plein dans la phase où les enfants sont fatigants, les enfants sont dispersants, les enfants vous demandent du temps. Demandent de l'énergie. Demandent de l'énergie, j'ai une vie, je suis enseignant, je suis éditeur, je fais plein de choses dans ma vie. Ta comme femme tout le a monde. aussi une vie, elle a Voilà, aussi on a tous une vie et puis voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'ils peuvent jouer au loup dans le salon ? Oui, alors c'est vrai que on a la chance d'avoir un cadre de vie qui est, mais c'est pas toujours le cas, mais qui est confortable. Mais au-delà de ça, l'auteur parle de cela et j'en sais quelque chose. Vas-y. Il parle du fait, il s'est posé la question, doit-on supprimer la télévision ? Question. Alors il dit bien, on a commencé par la réduire. On s'est dit, la passoire, je supprime ce qui est pas bien et je garde que le bon et je regarde pas beaucoup. Et il explique très vite, qu'est-ce qui se passe ? Journée stressante, dispute au boulot, dispute avec ma femme, hop, bouton, c'est comme une drogue. J'appuie dessus, le problème est réglé. Exactement. Fauteuil, 3-4 heures de bonheur. On voit même pas les kilos qu'on prend, il explique 13 kilos par an. Alors, l'exemple, je fais un plat et les gamins regardent la télé. Voilà. Ça, c'est... Alors, je vais en revenir par rapport à ça, parce que c'est encore plus fort que ça. C'est pas seulement je fais un plat et les enfants regardent la télévision, c'est encore mieux que ça. Mais bon, donc en tout cas, question. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait avec des gamins qui hurlent toute la journée parce qu'ils s'ennuient et qu'ils savent pas quoi faire ? Alors, premier élément, il ne faut pas sous-estimer les capacités d'un enfant à jouer. Un enfant, on disait ça hors antenne, j'achète un livre, je retire l'emballage, je le donne à mon enfant, il va s'inventer une vie avec. Il va être Superman, Batman, tout ce que tu veux. Même s'il a jamais vu Batman à la télévision parce qu'il n'a pas de télévision, il connaît ça parce que ça aussi c'est un des grands poncifs, c'est un des grands préjugés. Oui, mais tes enfants vont être coupés du monde, ils vont être déconnectés. Tu parles, je laisse mon smartphone à mon enfant, au bout de 2 minutes, il sait très bien s'en servir alors qu'il n'a jamais eu un smartphone à la maison. D'accord. Donc, c'est faux ça. La désocialisation, c'est faux. L'ennui, c'est pas totalement vrai. Dans le sens où, bien sûr, que les enfants s'ennuient. Mais alors ça, c'est une expérience formidable. Ton enfant te dit, je m'ennuie, papa. Et là, tu as la tentation, tablette, ordinateur, hop, j'ai bien téléchargé un Walt Disney ou deux, on y va. Mais non, on laisse. Et on observe l'enfant qui commence à jouer avec son corps, avec ses mains, avec sa tête, qui se retourne dans le fauteuil, il a les pieds en haut, la tête en bas, qui va attraper un bout de ceci, un bout de cela, et qui va s'inventer une vie. Premier élément. Deuxième élément, on a le droit de partager des tâches avec son enfant. On a le droit de faire des choses avec lui. On n'est pas tous des VIP, on n'est pas tous Hamza qui a 1000 choses à faire dans sa journée. Il y a des tas de gens qui ne font rien quand ils rentrent du travail. Ils rentrent chez eux, éventuellement ils mettent des pantoufles quand ils retirent leurs chaussures, ils s'affalent et puis ils regardent la télé. Ils peuvent supprimer un moment de ce temps-là, se dire tous les soirs à 18h30, je suis là pour mes enfants. Donc les tâches, partage des tâches. Tu dis on peut donner des tâches aux enfants. On peut donner des tâches, des choses simples, je veux dire, ou expliquer ce qu'on fait. Si l'enfant nous voit lire, troisième élément, si l'enfant me voit lire, il va lire. Moi, mes enfants. C'est le fils de Aïssa Pop quand tu lis tout le temps. Voilà, moi, mes enfants lisent beaucoup. Et je leur ai jamais dit de lire. J'ai vraiment au grand jamais. Ils me voient lire parce que je lis beaucoup aussi. Moi, mes élèves, souvent, quand je leur dis que j'ai pas de télé, ils font monsieur, vous vous ennuyez, vous faites quoi la journée chez vous ? Comme si c'était vraiment. Est-ce qu'il y a plus de bêtises à la maison parce qu'il n'y a pas de télé ? C'est-à-dire ? L'enfant, il a les capacités d'imagination. Est-ce que tes enfants font plus de bêtises parce qu'il n'y a pas de télé ? Non, je ne pense pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être plus courageux. Parce que l'index qui appuie sur le bouton. Dans la réalité. Voilà, l'index qui appuie sur le bouton, mais c'est un fantasme. Les parents qui ont une télé allumée tout le temps, ils sont pas moins fatigués que moi. Par contre, ils sont moins courageux. Parce qu'ils n'affrontent pas la réalité.
Maintenant, moi, bien sûr que mes enfants, parfois, ils me mettent hors de moi et que j'ai envie d'appuyer sur ce Je me bouton. rassure, J'ai envie d'appuyer sur ce bouton. quoi. Mais voilà, et j'en ai 4 qui crient, 3 garçons d'affilée avec 1 an et demi d'écart. Donc ça crie, ça bouge, je peux pas travailler tranquillement chez moi, je suis comme tout le monde. Mais l'ennui, puis l'activité individuelle, c'est-à-dire l'enfant qui est capable, qui a des jouets, qui a des livres, nos enfants sont quand même rarement sans jouets. Ensuite, les activités extérieures, sportives, culturelles. On habite dans la métropole lilloise. On a une magnifique ferme pédagogique à Moucron. Samedi après-midi, mercredi après-midi, pour 4,50 €, votre enfant, il apprend à traire une chèvre, à tondre un mouton, à s'occuper d'une poule, d'un lapin, à faire un potager, à fabriquer un panier en osier. Voilà. Le gamin, il revient heureux. Et en plus de ça, le goûter à 4h30, c'est du lait de chèvre de la prairie, de la ferme, et de la confiture des fruits du jardin. Voilà une bonne activité à faire qui remplace un après-midi entier de télé. Ton témoignage, il rend humain ce que tu proposes, parce que le fait de dire il y a telle et telle et telle étude, on dit aux gens que la cigarette apporte le tabac, ça fait pas baisser le nombre de personnes. Bien sûr. On dit aux gens que si vous mangez mal, vous serez obèse. Ça fait pas diminuer l'obésité. Là, tu proposes quelque chose d'un peu révolutionnaire. Et ton témoignage, il nous aide à le croire. Parce que tu sais, les gens ne croient pas ce qu'ils voient. C'est vrai. Les gens ne croient pas ce qu'ils voient. Et c'est une expérimentation que j'ai faite sur moi parce que je disais également hors antenne, au départ, j'ai pas arrêté brusquement la télévision. J'ai commencé par moi aussi faire la passoire en me disant plus de films, plus de choses inutiles, que des documentaires et des débats. Puis un jour, je me suis dit j'en ai assez d'aller au travail et que ma discussion avec mon collègue, elle a été décidée par Arte, TF1 ou n'importe qui. J'ai pas envie de parler des élections parce qu'il y a eu des élections la veille. J'ai pas envie de parler du match de football parce qu'il y a eu des matchs de football la veille. J'ai pas envie de parler d'une tour qui s'est écroulée parce qu'il y a un avion qui a tapé dedans parce qu'on en a parlé la veille. J'ai envie de parler du bourgeon qui a poussé dans mon jardin, de la sortie que j'ai faite avec mes enfants. Je fais beaucoup de choses avec mes enfants. Tu décides de ta vie. Mais voilà, on a le droit de parler de ce dont on a envie de parler quand même. On a le droit de faire ce qu'on a envie de faire. C'est pas la télévision à déterminer. On est là au point clé. C'est extraordinaire. Déterminer mon quotidien, mes discussions avec mes collègues, mes activités avec mes enfants, enfin mes non-activités parce que c'est la télévision. J'ai pas à faire ça. Je détermine. C'est pour ça que je vais plus loin. Je supprime même ce qui est intéressant. Parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Arissa qui me disait il y a quand même un technique qui était en pleine rébellion avec ce que je disais. Et il me disait il y a quand même des bonnes choses à la télévision. Bien sûr, il y a des bonnes choses dans une poubelle aussi. Moi, je jette des tas de grains de riz qu'on n'a pas mangé, des bouts de ravioli, des tas de choses. Si quelqu'un fait mes poubelles, il trouvera plein de choses à manger. Mais qu'est-ce qu'il va salir avant ? Quel effort il va faire alors qu'il suffit d'aller à la source ? Je veux m'instruire, j'ai France Culture et c'est pas un truc d'intello. Il y a des choses très intéressantes. Puis il y a les livres, ma foi. On a des bibliothèques aujourd'hui en France. Je veux dire, je me souviens d'un imam qui racontait lorsqu'il est arrivé en France, qu'il est devenu étudiant à Lille 1, on lui a passé une petite carte gratuitement pour emprunter des livres. Et il a dit, tous ces livres-là, c'est pour moi. Gratuit. C'est pas possible. Ben voilà une bonne réaction d'une personne normale. Tous ces livres pour moi. On a des bibliothèques, on a des ludothèques. C'est gratuit pour les gens de la ville. Quand même, on a beaucoup de choses à faire en dehors de la télévision. Moi, quand mes élèves me disent oh, « Monsieur, mais vous faites quoi? Vos enfants, ils font quoi quand il n'y a pas de télé ?» Mais je leur réponds « J'ai même pas le temps de regarder la télé. Il y a trop de bonnes choses à faire. M'asseoir autour d'un verre de thé et discuter avec ma femme. » Tout à fait. Ben voilà. Tout à l'heure, tu disais c'est encore plus grave que nous faisons un plat et vous regardez la télé. Tu disais même le plat est pas bon. Voilà, c'est pas ça, c'est qu'en fait, alors là je vais aller très très vite parce qu'en fait parmi les nuisances dont on n'a pas parlé, il y a la santé physique et ils montrent que, alors ils ont fait des études géniales, hein, ils ont pris deux lots de gamins, ils ont mis une télévision, des enfants en bas âge. Ils ont commencé en bas âge et puis après ils ont fait ça avec des adolescents. On leur met une télévision à l'écran qui est dans un coin de la pièce. On leur met des jouets. Certains enfants ont la télévision, d'autres n'ont pas de télévision, et surtout ils ont le droit de manger chips, cacahuètes, tout ce que vous voulez. Les gamins qui regardent qui ont une télévision dans leur pièce consomment beaucoup plus de nourriture pendant qu'ils regardent. Je n'ai pas le temps de regarder les chiffres dans le bouquin, mais les chiffres sont effarants. Ça s'appelle la sédentarisation. Voilà, ils grignotent. Mais ce qui est le pire dans tout ça, c'est que les études montrent que le grignotage, qui est une alimentation inconsciente, le cerveau ne se remémore pas le repas, et il mange plus après. Celui qui grignote mange plus à table que celui qui ne grignote pas. Il calcule 13 kilos par an à cause de la télévision, de chips que j'ai mangé devant ma télévision, et du mauvais repas que mes parents ont fait à table, parce qu'ils étaient occupés à regarder la télévision aussi, ils n'avaient pas le temps, ils ont fait faire des pâtes, ou de la pizza surgelée. Donc je mange pendant que je regarde la télévision. Alors là, ils ont fait aussi des études, hein. Ils ont mis des émissions
avec des publicités pour des marques de disques ou de vêtements, et des émissions avec des publicités pour la nourriture. Là aussi, les chiffres sont clairs. On mange beaucoup plus quand on regarde une émission avec des publicités alimentaires, quand on regarde une émission avec des publicités non alimentaires. Et encore une fois, après, on mange plus. Donc c'est pour ça que je disais que c'est encore pire que ce qu'on croit. C'est non seulement je mange mal, mais je mange mal pendant et après. Donc ça, c'est... Est-ce que ça coûte pas plus cher que de ne pas avoir la télé? Encore une fois, pour que les auditeurs de Pastel FM puissent aussi se projeter, s'imaginer. Dans ta vie quotidienne, est-ce que dans le fait d'être courageux, il y a aussi une ligne budgétaire? Ben non, parce qu'en fait, je fais des économies. Tu l'as dit, alors il y a la redevance télé, mais ça, c'est dérisoire. Ouais. Mais surtout, je ne suis pas soumis au dictat des marques. D'accord. Je ne connais pas Nike, Reebok et Coca-Cola chez moi. Je vais moins chez le médecin puisque je mange mieux, puisque j'ai le temps de préparer. Enfin, en tout cas, je vais pas le faire profil bas, c'est pas moi qui prépare à manger, mais on mange de la bonne nourriture. Et comme on a évacué tout un pan de la consommation quotidienne, j'ai plus d'argent pour acheter du bio, par exemple. C'est une ligne de vie, c'est une qualité de vie. Alors il y a le fameux, je recommande tous les auditeurs d'aller sur leur site, les casseurs de pub. C'est un excellent site qui est riche en informations. Ils font chaque année la semaine sans télé. Et ils ont repris la phrase de la Bible, lève-toi et marche. Et cette phrase de la Bible, ils en font en dessin avec un homme affalé dans son fauteuil, lève-toi et marche. Ouais. Retire ta télévision de ta vie, une semaine sans télé. Je demande aux auditeurs de couper une semaine sans télévision. Tu peux mettre ton casque. J'ai vu un dessin, Daoud, que je veux partager avec toi, et pour que les auditeurs puissent aussi être déstressés, j'ai vu un très joli dessin que je voulais partager avec vous, que je vais décrire. Donc, un dessin de l'homme d'avant et de l'homme d'aujourd'hui, de la télé d'avant et de la télé d'aujourd'hui. Donc, la télé avant, elle avait un gros derrière et le ventre de l'homme était plat. Et aujourd'hui, le ventre de l'homme est très gros et le derrière de la télé est plat. Et autre anecdote que je voulais citer, bon, pas mal de personnes savent que nous n'avons pas de télé, et donc il y a cette culpabilité, je n'arrive pas, etc. Qu'est-ce que j'entends dans la bouche des parents qui achètent un écran plat? Le champ lexical, les éléments de langage, la sémantique est très intéressante. J'entends le verbe craquer. Ça, j'ai craqué. Exactement. J'ai craqué. Et autre verbe très intéressant, j'ai cédé. Exactement. J'ai cédé. Et on est dans le maître mot, c'est l'autodiscipline et l'autonomie, être capable de se déterminer par soi-même. On pourrait faire une émission entière là-dessus. Je vais juste conclure, parce que Joe Carissa me fait des gros yeux, avec 2 citations. Pour écouter TF1, il n'y a pas besoin de cerveau, un tube digestif suffit. Et dernière citation, la télévision n'exige du spectateur qu'un acte de courage, mais il est surhumain, c'est de l'éteindre. D'accord, barakallahu fik Daoud. Merci. Vous m'entendez hein, oui, tout à fait. Oui. Barakallahu fik, bien sûr, qui donne envie de lire. L'objectif, c'est aussi de lire. Franchement, voilà, exceptionnel. Je t'ai coupé plusieurs fois. Vous pouvez trouver ce livre sur le site leslumièresdorient.com, au rayon, à la rubrique Monde contemporain, puisque c'est une librairie arabo-musulmane, au sens où ça touche tout l'Orient musulman, mais il y a une rubrique Monde contemporain qui nous touche tous, et donc ce livre est vraiment à acheter. Alors il vaut 7,90 €. Tu sais si c'est un plat, un kebab avec une frite en assiette. 7,90 €. Et tu sais si c'est bien on doit aller sur un écran pour aller visualiser ton site, au passage. Ouais, tout à fait. Non, mais on peut aussi le commander aux lisières à Roubaix. Non, mais bon, voilà, on voulait rappeler quand même les références de cet ouvrage. L'objectif, c'est de donner envie aux auditrices et aux auditeurs d'en savoir un peu plus. Certes, un petit peu les bousculer dans leurs habitudes et un petit peu les alarmer, mais aussi les rassurer qu'il y a des solutions qui sont proposées et que voilà. Parce que moi, dans la question que je t'ai posée un peu en aparté, c'est quelles sont les alternatives, quoi. Oui, bien sûr. Mais il a répondu. C'est très brièvement. Parce que, voilà. Bon, c'est dommage. T'as plus qu'à écrire un bouquin après l'auteur de ton vécu 7 ans sans télé. Ça peut donner des solutions, enfin des grandes solutions. Mais il faut avoir confiance en soi, il faut savoir se déterminer, et on a beaucoup de choses à faire. En tout cas, le musulman, c'est sûr. Autre que la télévision, Dieu merci. Et c'est un sujet qui mérite plus qu'1 heure et demie. Oui, je pensais que ce serait pas avec un animateur moins relou, mais Daoud, il fallait que les gens qui nous écoutent. Hamza, c'est bien. Oui, non, mais il y a certaines lourdeurs qui ont leur utilité. Pendant le Ramadan, Daoud, pourquoi pas. Oui, ça serait une bonne occasion. Il faut rendre aussi accessible une expérience. Oui. Parce que l'étude, effectivement, je pense que ces études-là sont vraies, crédibles, etc. Mais dans la vie quotidienne des gens, les gens sont dans le présentéisme et dans un train qu'ils n'en sont pas capables d'arrêter. Parce qu'ils font jamais l'effort de s'arrêter et de se dire je prends sur moi. Et c'est comme quand on fait un régime, au départ c'est dur, puis après ça passe.
Et puis c'est pas si difficile que ça en vérité, hein. C'est surtout parce qu'ils sont devant la télé. Voilà. Bien sûr. Je rappelle juste aux auditeurs le blog de la prophétie, laprophétie.wordpress.com, laprophétie.wordpress.com, word comme un mot, W-O-R-D, press, P-R-E-2-S.com, pour retrouver cette émission très bientôt. Barakallahu fik, on remercie toute l'équipe de Pastel FM, le conseil d'administration, son président Slimane Tira Al-Irani, Christian Lazaoui. On remercie. Donc cette émission a été préparée en collaboration avec les Lumières d'Orient.com. Allez sur cet écran, mais pour commander des livres. Et puis allez aussi au libraire du coin, n'allez pas chez les grandes librairies. Merci Issa pour la technique. On souhaite une bonne émission à l'émission suivante. Levez-vous et marchez, n'ayez pas peur. Et puis n'oubliez pas, si vous débranchez la télé, vous gagnerez en liberté et vous vivrez votre vie plus intensément. Barakallahu fekoum. N'oubliez pas, bientôt le Ramadan, on y pense, on se prépare. C'est un moment très important et on fait le salam à toutes les personnes qui nous ont écoutés. On n'oublie pas nos frères et sœurs qui sont peut-être malades, peut-être à l'hôpital, peut-être incarcérés, peut-être chez eux. Allahu alam. Barakallahu fekoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.